Bonjour, je suis Bruno Gesser, le gérant de géotellurique.fr et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le Cornet ED88T+, qui est un excellent appareil de détection et de mesure à la fois pour les hautes fréquences, les basses fréquences, champs électriques et champs magnétiques. Et du coup, avec ce petit appareil qui tient dans la poche, eh ben, on peut faire toutes les mesures de quasiment toutes les ondes qui nous entourent pour pouvoir évaluer et éventuellement corriger les pollutions qui nous entourent. Alors, cet appareil, il est livré sous blister avec directement une pile pour les appareils qui sont achetés en mode optimisé. Le mode optimisé, c'est la pile et c'est un réglage directement fait pour que l'appareil soit utilisable sans avoir à régler quoi que ce soit directement. Alors pour ça, on a réglé l'appareil en mode volt par mètre et pour les hyperfréquences, ce qui fait qu'on est dans l'unité de mesure utilisée en France de manière officielle. Et un deuxième réglage qui est assez important, qui est l'optimisation des bandes de LED de couleur qui vont de vert à rouge en passant par l'orange. Mais cette optimisation permet d'être dans la logique de la biologie de l'habitat allemande, qui est notre référence en termes de valeur de précaution. Alors, cet appareil, il est livré avec un mode d'emploi en anglais qui est fourni d'origine, mais surtout un guide d'utilisation complet que toute l'équipe de Géotellurique a mis un moment pour produire, qui va permettre à la fois de découvrir toutes les étapes de mesure, mais en annexe on va se retrouver avec aussi les valeurs de la biologie de l'habitat allemande, on va se retrouver avec quelles sont les premières éléments qu'on va faire pour effectuer des mesures. On va trouver aussi comment réduire les sources de rayonnement. Donc ce document, certes il est imposant, mais je pense que ça vaut le coup de le lire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dedans. Maintenant on va pouvoir déterminer un peu, on va voir rapidement quels sont les éléments qu'on peut utiliser sur cet appareil. Alors, pour commencer, je vais rééteindre l'appareil et puis on va faire comme si on l'allumait. Lorsqu'on va allumer le Cornet, donc on tourne la petite molette qui est sur la droite, l'écran va s'allumer quelques instants et puis au bout de quelques instants il s'éteint, c'est tout à fait normal. Et on va pouvoir tout simplement laisser la lumière sur l'écran en appuyant sur le bouton Light. Et à partir de là, on peut, l'écran ne se rééteint plus, il va garder la position éclairée. Ensuite, si on veut entendre du son, même en montant la molette, là on voit qu'on n'a rien. Donc il va falloir appuyer de nouveau, une nouvelle fois, sur le bouton Light. Ça met en route le son. À nouveau sur le bouton Light, et là on va avoir à la fois le son et la visibilité sur l'écran avec le rétroéclairage. Donc là on est en mode RF mode, donc pour les hyperfréquences. C'est le premier mode qu'on obtient quand on démarre l'appareil. Et là on voit qu'il n'y a pas grand chose dans cette pièce. Avec 0,14, 0,15, on a eu un pic max à 0,18 ici, c'est vraiment très faible. On est dans un endroit plutôt cool pour faire cette vidéo, sachant que ça m'arrange puisque je suis plutôt sensible à ce type d'onde. Alors, si on démarre un iPad à côté de l'appareil, voyons voir un peu ce qui se passe avec un peu de Wi-Fi actif. On voit qu'on arrive à monter à des valeurs de 3,5 volts.
Et on voit les pics qui arrivent à passer. Chaque pic correspond à un pic de Wi-Fi en recherche entre l'iPad et le Wi-Fi de la maison. Et ben là, on voit clairement que 3,5 V à proximité de soi, lorsqu'on utilise ce genre d'outil, c'est pas tout à fait sans conséquence, en tout cas quand c'est utilisé longuement à long terme. Et ce qui va être intéressant aussi d'observer ici, c'est que le pic de Wi-Fi, on arrive à voir sa fréquence, puisqu'on est à 2425 MHz. C'est à peu près les fréquences qu'on utilise dans le four à micro-ondes, évidemment en moins puissant. Et quelque part, on se rend compte que l'appareil, il a aussi cette possibilité, lorsqu'on a une source très proche qui émet fortement à proximité, de nous afficher directement la fréquence mesurée. Ça, je dois dire que même sur les hauts de gamme, d'autres appareils de mesure que j'utilise pour mes diagnostics, eh ben, c'est une fonction qu'on ne trouve pas forcément très facilement. C'est à noter sur un appareil aussi peu cher que celui-ci. Ensuite, on a un autre bouton qui va être intéressant à utiliser, c'est le bouton Hold. Alors le bouton Hold, il maintient directement à l'écran la valeur qui est affichée au moment où on appuie sur le bouton, mais il va permettre aussi de remettre à zéro la valeur max qui est ici sur la gauche en double-cliquant sur le bouton Hold très vite. Alors je vais arrêter la recherche de Wi-Fi sur l'iPad et puis comme ça on pourra tout de suite voir ce que ça donne quand c'est plus calme et qu'on appuie sur le bouton Hold pour remettre à zéro. Voilà, là on est redescendu à une valeur max à 0,157. Le gros avantage, c'est que ça évite d'éteindre l'appareil, de le rallumer et de refaire tous les réglages, notamment par rapport au son et par rapport à la partie du rétroéclairage. Il y a un point qui est intéressant aussi, là le son on l'entend mais c'est pas forcément formidable en termes de qualité sonore. Ce qui va être intéressant, c'est éventuellement d'utiliser un casque qu'on va brancher sur cette sortie et qui va nous permettre d'avoir une qualité sonore optimum. Un, pour pas déranger quand on fait des mesures et qu'on veut qu'elles soient discrètes. Et puis deux, pour mieux arriver à décoder les sons, parce que cette fonction sonore, elle a deux fonctions. Un, de nous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de nous, mais en fait chaque son correspond à un type de source. Par exemple, le brrrt qu'on entendait là à l'instant correspond à une recherche de Wi-Fi sur un iPad ou sur un iPod ou même sur un iPhone, et chaque son a comme ça une signature numérique sonore qu'on va pouvoir décoder. Tout ça à l'aide de fichiers son qu'on trouve sur le site geotellurique.fr. Notamment, ils sont téléchargeables directement sur la fiche du produit Cornet ED88T. Et ça va permettre comme ça, en fonction des signatures sonores, d'apprendre à reconnaître les différentes sources qu'on a autour de soi. Ça peut être le téléphone sans fil DECT, ça peut être le Wi-Fi, ça peut être une recherche de Bluetooth, ça peut être vraiment les différentes antennes relais. Ça va vraiment nous permettre de mieux déterminer qu'est-ce qui nous entoure grâce à cette fonction sonore. Donc là, on a vu comment on devait utiliser l'appareil pour mesurer les hyperfréquences. Alors je précise que l'appareil d'hyperfréquence, on le mesure en tenant l'appareil vers le bas et que il va falloir tenir l'appareil de préférence à la verticale et faire des petits moulinets à la verticale, toujours parce que tout simplement l'essentiel des antennes relais émettent à la verticale aussi, et donc ça permettra de mieux capter une valeur plus réaliste. Ensuite, quand on a fini avec la partie hyperfréquence, puisque cet appareil est un appareil 3 en 1, on va pouvoir mesurer le champ magnétique. Pour ça, on va appuyer sur le bouton mode et on va passer au deuxième mode qui est le mode champ magnétique. Donc on a un premier mode champ magnétique qui est en LF600
pour les valeurs très importantes en micro Tesla. Et puis on a un deuxième mode, dont LF30, sur lequel on va pouvoir prendre des valeurs plus basses en termes de puissance, mais l'appareil sera plus précis dans la mesure. Et enfin, mode de champ électrique, là aussi en volts par mètre. Et le champ électrique, eh ben, on tient toujours l'appareil dans le même sens, et ce qui va être important, c'est de tenir l'appareil plutôt à bout de bras et en visant la source, sachant que le testeur de champ électrique, il se situe sur le haut de l'appareil, donc on mettra l'appareil à plat pour viser dans la direction qu'on cherche à mesurer. Maintenant, je tiens à préciser la chose suivante. L'appareil, lorsque je vais m'en servir pour faire des mesures, la plupart du temps, je vais l'utiliser en le tenant en bas à droite. Tout simplement parce que si on retourne l'appareil, on voit que l'antenne pour les mesures de haute fréquence, elle se situe sur la partie droite. Si on tenait l'antenne comme ça, eh bien on irait bloquer une partie du champ, donc on va éviter de faire ça. Ensuite, on voit que le sensor pour le champ électrique, il est situé sur la partie haute de l'appareil. Et l'appareil la sonde pour le champ magnétique est située sur cette partie gauche de l'appareil quand on tient l'appareil face à droite, quand on la regarde comme ça. Et donc on va, par rapport au champ magnétique, il n'y a aucun problème puisque le champ magnétique nous traverse, mais quand on va faire des mesures de champ électrique ou d'hyperfréquence, on va éviter de mettre la main devant, ce qui irait perturber le signal. Au dos de l'appareil, on voit aussi des équivalences en dBm et en milliwatts par mètre carré. Là, cette courbe d'équivalence vert, orange, rouge, pour moi, elle est peu significative. Elle est uniquement par rapport aux normes de l'industrie qui sont aussi les normes actuelles, mais qui n'ont aucune notion de précaution. C'est juste par rapport à des valeurs d'échauffement sur 6 minutes. Très clairement, on pourrait tomber malade si on n'utilisait vraiment que ces valeurs-là en permanence. Alors, il y a une dernière fonction dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, qui est accessible uniquement depuis le mode de programmation de l'appareil, qui s'obtient en appuyant sur la touche Hold et Unit en même temps, et puis en lâchant le bouton Hold puis Unit dans la foulée, qui est un système de réglage pour une alarme. Là, on voit que l'alarme est off, et qui va permettre de programmer une alarme lorsqu'on dépasse certains seuils de pollution. Et cette alarme, je vais vous montrer comment on fait pour la régler, sachant que par le même système, on peut régler l'unité par défaut, qui est ici en volts par mètre, le niveau des LED à moins 20 dB, qui correspond grosso modo aux valeurs de la biologie de l'habitat allemande, la fréquence max ou average ou etc. Le max clear qui est le petit bouton hold qui permet de remettre à zéro lorsqu'on est en train de faire des mesures en hyperfréquence et qu'on veut remettre à zéro la valeur maximum. Et là ensuite le bouton alarme, puis un bouton reset pour revenir sur la fonction de départ et puis save to memory pour conserver les réglages. Admettons que cette fois-ci, on veuille régler l'alarme pour que l'appareil sonne tout seul lorsqu'on dépasse une certaine valeur. Comment on va faire pour y aller? Tout simplement, on va descendre avec le bouton Unit jusqu'à la ligne qui nous intéresse. On va mettre alarme, là on va valider la valeur. Donc là, c'est 0 qui est une valeur relativement forte, je veux dire. Et quand on va descendre par ici, on détermine les niveaux d'alarme à partir desquels on souhaite que l'appareil sonne. Là, on est par exemple à moins 25 décibels. Ensuite, on va
valider tout ça, je vais sauver dans la mémoire et là la fonction alarme est en route. Donc là le système nous a dit wait, puis il a enregistré, donc on va pouvoir exit, quitter le setup et conserver ses réglages. Donc là la fonction alarme est en route. Pour le moment on n'a pas de grosse pollution sur place, on n'entend rien. Et si je mets en route le Wi-Fi, par exemple sur l'iPad qui est à côté de moi, eh bien tout simplement, à chaque fois qu'il y aura un pic de Wi-Fi, on va entendre cette alarme qui se met en route. Je le mets en route et on va voir ce qui se passe. Vous voyez, dès qu'on arrive à 2 volts par mètre, ben là forcément le système crie. Alors évidemment, si on était sur un signal DECT qui est plus permanent ou sur une borne Wi-Fi qui émet plus régulièrement, ce signal irait être beaucoup plus fréquent. Mais non seulement, ce qu'on peut entendre, c'est que non seulement au niveau du son, on a l'alarme, mais on a aussi le crachouillis du son qui pose problème. Donc on arrive comme ça, si on mettait en route un DECT, un téléphone sans fil de maison, on pourrait entendre directement le cri du DECT en même temps que le cri de l'alarme. On va faire ce test tout de suite en allumant un téléphone sans fil à côté de ça et on va éteindre le Wi-Fi pour l'occasion. Donc pendant quelques instants, on n'entendra plus de cri d'alarme. Donc là, par exemple, on a mis en route un appel avec un téléphone sans fil DECT. On entend l'alarme qui nous dit qu'on dépasse 1 volt par mètre et on entend le cri directement du DECT qui nous permet de savoir à quoi correspond cette alarme. Donc là, c'est vraiment une fonction que moi je déconseille d'utiliser parce que c'est très stressant à l'usage, mais qui pour certaines personnes peut s'avérer intéressante et voire indispensable dans certains cas. Là, il n'y a plus de DECT, on a retiré sur la prise et on voit que ça s'arrête immédiatement. On est de nouveau en zone entre guillemets cohérente en termes de pollution pour ce tournage.